Alors je m'appelle Hugo Laporte, je suis né le 21 mars 90 et je viens de Nîmes. J'ai étudié la musique au Conservatoire de Nîmes pendant 13 ans et j'ai étudié également aux Beaux-Arts ici, à l'ESBAN, entre 2010 et 2014. Et ensuite je suis parti continuer mon cursus aux Beaux-Arts de Annecy et parallèlement aussi au Conservatoire de musique de Annecy en musique électroacoustique pour continuer de me former. Et donc quand j'étais aux Beaux-Arts de Nîmes, j'étais quand même très focus photo et un peu musique, mais à cette époque-là et à cet âge-là, je faisais quand même une différenciation entre ma pratique de musicien et les débuts de ma pratique artistique, on va dire. Donc après, c'est le fait de partir de l'école de Nîmes et de changer d'école, de changer d'atmosphère, qui m'a permis, on va dire, un peu d'expérimenter des nouvelles choses, de m'épanouir et d'aller plus vers la sculpture, d'aller plus vers l'installation sonore, le mix. Donc le projet d'Hugo Laporte et Katia Novitzkova est présenté dans le cadre de la première édition de la Contemporaine de Nîmes, qui a pour point de départ une exposition qui s'appelle « La fleur et la force », en référence à la fleur et à la force de l'âge, et qui associe des binômes intergénérationnels d'artistes, donc avec pour point de départ des artistes émergentes et émergents qui ont étendu l'invitation à des artistes plus avancés, établis ou historiques, qui ont été des marqueurs importants dans la construction de leur parcours artistique pour des questions d'affinité théorique ou esthétique, par exemple. Et donc, dans ce cadre-là, Hugo a choisi d'inviter Katia à exposer avec lui à Carré d'Art. Il y a plusieurs œuvres qui composent cette exposition, par exemple un vase qui a été construit par Hugo Laporte en utilisant un stylo d'impression 3D pour reprendre le geste de la machine, mais de façon artisanale, qui serait un peu comme un artefact, justement un objet archéologique du futur trouvé dans le passé, ou bien la série Extinction de Katia Novitzkova, qui nous amène justement vers cette fin d'humanité, vers Death Times, une œuvre qu'on peut trouver dans la première salle de l'exposition. Il y a aussi en dernière salle un projet, une nouvelle œuvre de Hugo Laporte qui s'appelle, qui est un atlas en fait, où il a constitué une multiplicité d'images à l'aide de machines et d'intelligence artificielle qui seraient un peu comme les artefacts trouvés d'une humanité future. Donc on a toujours, voilà, la machine n'est jamais loin des œuvres qui sont créées ici. Et pour revenir sur la première salle, parce que c'est vraiment le point de départ de cette narration que les artistes proposent, on a effectivement dans la série Extinction de Katia Novitzkova, justement un peu les différents dangers qui menacent l'humanité aujourd'hui. On retrouve par exemple un cyclone qui évoque la crise climatique. On retrouve une vue d'une ville bombardée qui fait écho au conflit que l'on peut vivre aujourd'hui, par exemple en Ukraine ou en Palestine, qui amène potentiellement le danger d'un conflit plus large, plus vaste et un conflit potentiellement mondial à nouveau, qui pourrait provoquer une extinction, en plus de la crise, des crises sanitaires et environnementales. J'ai vraiment essayé de construire une exposition dont le point de départ, c'est un jeu vidéo. Donc un jeu vidéo qui s'appelle Reclaiming Histories, Guardians of Heritage. Alors, en gros, c'est un jeu vidéo sur la thématique de la décolonisation des musées, qui se passe dans un futur plus ou moins proche, on ne sait pas trop.
Et du coup, j'ai vraiment imaginé cette expo comme un peu une espèce de version bêta, on va dire, d'une partie d'un des niveaux du jeu vidéo, parce que ce jeu vidéo, il se passe dans des musées. Et donc, j'ai vraiment construit, avec les pièces de Katia que j'ai choisies, et les pièces à moi que je voulais présenter, qui étaient soit déjà faites, soit produites pour l'expo, une dimension comme ça, évolutive par rapport un peu à l'histoire à la fois de la décolonisation des musées, mais dans une perspective où l'humanité est un peu en train de disparaître, ou en tout cas d'être menacée par l'évolution toujours plus intense des nouvelles technologies, et notamment des intelligences artificielles et des robots, quoi. Du coup, c'est un peu en 3 actes. Vous allez voir que dans la première salle, on a un peu une ambiance entre la cathédrale, le cimetière et la morgue, avec quelque chose d'assez froid, d'assez minimal, avec toute une exploration un peu textuelle sur la fin de la civilisation, en fait, et qui pour moi fait énormément sens par rapport à tous les conflits aujourd'hui qu'il y a dans le monde, les guerres, la destruction de l'humanité, en fait, par les hommes eux-mêmes ou par le réchauffement climatique, et peut-être aussi par les nouvelles technologies. Et ensuite, quand on continue la déambulation, on arrive dans cette deuxième salle qui est un peu une forme de laboratoire où les choses sont en mutation, mutation génétique, mutation biologique, mutation technologique, qui un peu propose et impose en fait des nouvelles formes de vie. Et ça, c'est clairement, on va dire, typique du travail de Katia, qui travaille sur les nouvelles formes de vie, un peu, en lien avec ces questions. Donc c'est pour ça que j'ai choisi son installation microbiale Oasis, que j'ai mis en parallèle avec des nouvelles pièces qui sont en vrai de l'ordre de la photographie contemporaine, parce que c'est des grands tirages que j'ai faits qui sont des tirages numériques, mais qui rappellent aussi la peinture historiée, des portraits d'histoire, on va dire, de dictateurs ou d'empereurs ou quoi, qui sont du grand format, qui sont avec une texture, avec une matérialité quand même assez propre, puisque c'est des images qui sont agrandies, donc qui sont très pixelisées, qui sont pour moi aussi une manière d'essayer de parler de l'histoire de la photographie, mais du côté un peu de l'image pauvre, d'essayer d'aller à l'encontre aussi du tout numérique, de la haute définition, et qui parle en vrai, au-delà de ces questions-là aussi, de la question du transracialisme, donc du fait de changer de couleur de peau, puisque dans le jeu vidéo Reclaiming Histories, le grand méchant, on va dire, la figure du grand méchant, c'est ce personnage qui s'appelle Milon Husk, et qui en fait a mis au point une nouvelle technologie pour changer de couleur de peau, pour devenir lui-même une personne noire en fait. Du coup, c'est un peu ça le récit. C'est cet homme qui met cette technologie au point et qui décide en fait de quitter, on va dire, le camp des personnes blanches et des privilèges liés à la blanchité, pour faire croire aux associations d'activistes et aux personnes intéressées par les missions de décolonisation, et de s'approprier, encore une fois, la question de l'appropriation culturelle, et de s'approprier la mission de décolonisation des musées pour en fait juste piller et voler les collections d'art du monde entier, quoi. Et dans la salle 3, en fait, c'est un peu, on va dire, une espèce de réponse possible à un après avec toute une collection de fonds de musées, une collection de sculptures. Donc c'était marrant pour moi de me dire qu'en tant que personne qui fait de la sculpture, qui fait des objets, je propose des sculptures, mais en fait à l'état de photographie. L'enjeu de ce projet, c'est de créer un musée imaginaire qui s'appelle Oracle Museum. Donc, ce sera un peu une institution muséale du futur qui essaie de présenter des artefacts et des indices, des documents liés à notre histoire humaine. Donc, on a un peu l'impression de voir ce qui serait le musée de la fin de l'humanité qu'on connaît aujourd'hui et de l'humanité à venir, donc un petit peu de la néo-humanité. Et on se rend compte que tout est accroché très haut.
comme si finalement ce musée ne s'adressait pas à nous, mais s'adressait à des êtres qui potentiellement étaient des êtres augmentés, des êtres qui étaient plus grands, peut-être des aliens aussi. Et donc on se retrouve dans cette espèce de chapelle, puisqu'on a cet accrochage aussi assez qui nous encadre avec un oculo au fond, donc avec une vidéo, et on a comme l'impression d'être dans un temple. En tout cas, il y avait cette idée-là de la part d'Hugo de présenter comme un temple pour raconter la fin de notre histoire et le début d'une nouvelle histoire humaine. Peut-être qu'il s'agit aussi de nous prévenir, nous, publics, sur les futurs encore évitables possibles de l'humanité. Parce que voilà, c'est un projet qui a des enjeux, des implications environnementales, géopolitiques, économiques, qui montrent finalement dans quel monde on vit. On voit dans certaines des œuvres un peu l'extension de crises que l'on traverse aujourd'hui, que ce soit lié à des conflits, lié à la question environnementale, à la colonisation d'autres planètes, puisqu'il est beaucoup question de la figure par exemple d'Elon Musk, de la conquête de Mars, aussi de l'intelligence artificielle, donc de tous les enjeux technologiques. Et c'est finalement un projet, ce Oracle Museum, qui a vocation à nous donner à voir un futur que l'on peut encore changer, que l'on peut encore éviter. Mais quand on regarde, on voit qu'il n'est pas si éloigné du nôtre. Et c'est ça qui le rend aussi très troublant, c'est qu'on a vraiment dans ce projet des indices très ancrés dans le monde dans lequel on est, du monde qui peut arriver dans 5, 10, 20 ans. Mais ce n'est pas un futur très très éloigné de notre présent. Du coup, on a mis en place ce projet avec l'école de la seconde chance, avec Julien qui est le coordinateur de plusieurs personnes qui sont dans cette école. Et les 2 prochaines semaines, il va y avoir tout un processus de cache de différents lots d'images. Et ensuite, pendant l'exposition, les gens seront invités, s'ils veulent jouer le jeu, à aller chercher ces images, quoi. Et du coup, ça me semblait logique de proposer une activité qui nous permette d'aller nous promener, donc d'être dans la déambulation, de pouvoir aussi questionner l'idée de la propriété, de son autonomie, en justement sortant les pièces du musée, peut-être entre guillemets en les maltraitant, en tout cas peut-être en rabaissant l'espèce de prisme hyper glaçant en fait d'une œuvre d'art qui doit être en mode protégée, muséifiée et tout. Et je trouvais ça un peu cool de se dire qu'on pouvait jouer avec ça et aller cacher dans la terre des pièces pour après proposer aux gens d'aller les chercher, d'aller gratter le sol et de rendre un peu de la matérialité à ces images qui sont issues de logiciels d'intelligence artificielle et qui ont quand même une certaine un côté très lisse. Et du coup, j'avais envie d'essayer de sortir du lisse parce que moi, c'est ce que j'aime bien dire sur mon travail, c'est que j'aime bien dire de manière très résumée que je joue à archéologue et à DJ queer déconstruit, quoi. En tout cas, je me sens chanceuse d'avoir cette opportunité. Parce que bien sûr, quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, je venais ici pour voir des conférences d'artistes. Du coup, quand j'étais étudiant, forcément, j'avais un peu ce truc, cette espèce de projection, on va dire, future, de me dire « Ah, peut-être que moi aussi, un jour… » c'était un peu mon rêve, quoi. Du coup, c'est un peu un rêve qui se réalise. Et en vrai, ça fait bizarre. J'ai l'impression que même là, je réalise pas encore vraiment l'enjeu et ce qui se passe et tout. Enfin, je suis super heureux mais en même temps, c'est un enjeu, c'est stressant. C'est stressant parce que je sais que je me mets quand même beaucoup de pression personnelle par rapport à mon travail et à ce que je montre. Je sais que ça va être vu par beaucoup de gens. Et du coup, c'est un petit délire en vrai.